L'épouse infidèle m'a envoyé un SMS par mégarde, dans quelques jours, je le quitte et je prends tout l'argent. Le lendemain vengeance. Je regarde ma femme couchée avec un autre homme sur l'écran de mon ordinateur portable, et tout ce à quoi je peux penser est à quel point j'ai surpayé ce détective privé. Vic Dorsey m'a facturé environ 2800 € pour 2 semaines de surveillance. Et honnêtement, ma voisine Ruth aurait pu me le dire gratuitement. Elle me lance ses regards tristes et complices depuis des mois. Le genre qui dit « pauvre lâche » sans bouger les lèvres. Mais j'avais besoin de preuves. Des preuves solides, indéniables, de qualité judiciaire. La qualité de la vidéo est cristalline. L'appartement de Brent Sloan, au 15e étage, avec des baies vitrées donnant sur une vue qu'il mentionne probablement à chaque dîner mondain. Ma femme, Leia, est pressée contre cette vitre, sa robe de créateur, celle que je lui ai achetée pour notre anniversaire, remontée autour de sa taille. Brent est derrière elle et ils rient tous les deux. Ils rient vraiment, comme si c'était la chose la plus drôle et la plus excitante qu'ils aient jamais faite. C'est ça qui me frappe. Pas le sexe, pas même la trahison, vraiment. C'est la joie sur son visage. Un bonheur pur et sans filtre. Elle ne m'a pas regardé comme ça depuis 2 ans. Je ferme l'ordinateur portable et regarde ma montre. 3h15 du matin. Dans exactement 9 heures, je suis censé épouser cette femme à nouveau. Renouveler nos vœux, c'est comme ça qu'elle a appelé cela. Réaffirmer notre amour, avait-elle dit, ses yeux verts grands ouverts et sincères. Nous nous sommes éloignés, Jacques. Cela nous rapprochera, j'avais accepté. J'avais engagé l'organisateur de mariage, réservé le lieu au Harbor View Inn, invité 150 personnes, dépensé 26 000 € pour une fête afin de célébrer notre engagement renouvelé. L'ironie est si épaisse que je pourrais bâtir une maison avec. Et je construis des maisons pour gagner ma vie, alors je sais de quoi je parle. Mon téléphone vibre. Un texto de Terry, mon contremaître. Tu es réveillé? Besoin de parler du site Henderson? Je réponds, je n'arrive pas à dormir de toute façon. Café au, encore in, dans 20 minutes. Bien reçu, patron. Le Rusty encore n'ouvre officiellement qu'à 6 heures, mais Doris nous laisse entrer, moi et Terry, par l'arrière depuis que nous avons rénové sa cuisine il y a 3 ans. Elle prépare déjà le café quand j'arrive, l'odeur riche coupant l'odeur de bière éventée qui ne quitte jamais complètement l'endroit. Tu as l'air horrible, Jacques, dit Doris, faisant glisser une tasse sur le bar. Elle a la soixantaine, bâtie comme un bulldog avec un cœur plus grand que son vocabulaire n'est poli. Le trac du mariage, dis-je. Elle ricane. Le trac, c'est ça? J'ai déjà vu ce regard. C'est le regard d'un homme qui sait quelque chose. Terry entre avant que je doive répondre. Ses bottes de travail claquent lourdement sur le plancher en bois. Il est avec moi depuis 8 ans, depuis que j'ai commencé en construction. Loyal comme un chien, 2 fois plus protecteur, et bâti comme s'il pouvait soulever un camion. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment, demande-t-il en se laissant tomber sur le tabouret à côté de moi. Et ne me sers pas cette connerie de trac du mariage. Tu n'as pas le trac. Je sors mon téléphone et lui montre une capture d'écran de la vidéo. Rien d'explicite, juste Leia et Brent dans un restaurant. Sa main sur la cuisse de Leia, elle se penchant vers lui. La mâchoire de Terry se crispe. Depuis quand? Ça dure depuis 4 mois, depuis que Brent a été transféré ici depuis Boston. Tu vas annuler le mariage? Je souris et Terry se penche un peu en arrière. Non, je vais le célébrer. Chaque détail, chaque moment, exactement comme prévu. Terry m'observe longuement. Tu as quelque chose. J'ai tout. Et à exactement 18h30 ce soir, pendant les toasts, tout le monde le saura aussi. Doris me remplit mon café sans que je le demande. Je t'ai toujours bien aimé, Jacques. Tu es discret, mais tu n'es pas faible. Les gens oublient ça. Les gens sous-estiment le silence. Je dis, c'est leur première erreur. Le jour du mariage se déroule comme une pièce de théâtre parfaitement chorégraphiée. Je suis calme. D'un calme étrange. Mon témoin, Dave bientôt ex-témoin, mais il ne le sait pas encore n'arrête pas de me demander si je vais bien. Tu es trop détendu, mec, dit Dave pendant que nous nous préparons dans la suite du marié du Harbor View. La plupart des gars suent à grosses gouttes. Tu as l'air d'être sur le point de regarder un match de football. Peut-être que je sais simplement ce que je veux,
dis-je en ajustant ma cravate dans le miroir. Ce que je veux, c'est la vengeance. Une vengeance froide, calculée, absolument dévastatrice. Dave rit. Leia a de la chance que tu sois le type le plus stable que je connaisse. Stable. C'est ce que tout le monde pense. Jacques Enlan, l'entrepreneur posé. Fiable, ennuyeux, même. Le gars qui arrive à l'heure, paie ses factures, ne fait pas de vagues. J'ai cultivé cette réputation avec soin au fil des ans. C'est utile d'être sous-estimé. La cérémonie est magnifique. Leia est stupéfiante en blanc, ce qui ressemble à une blague de mauvais goût, mais je continue de sourire. Nous échangeons nos vœux. Sa voix tremble d'émotion, de vraies larmes dans ses yeux. Soit c'est une sociopathe, soit elle a tellement compartimenté la situation qu'elle croit réellement à sa propre performance. Je dis, oui, et je le pense. Oui, je prends cette femme pour le meilleur et pour le pire. Oui, je promets d'honorer cet engagement. Je ne promets juste pas de l'honorer, elle. La réception a lieu au même endroit. Un espace magnifique au bord de l'eau avec vue sur le coucher de soleil. 200 invités. Leia en a invité plus que prévu initialement. Tout le monde devrait être témoin de notre amour, avait-elle dit. Fais attention à ce que tu souhaites, ma chérie. Le dîner est servi. Saumon ou bœuf, vin sophistiqué, un gâteau qui a coûté plus cher que ma première voiture. Je fais la conversation avec des parents, accepte les félicitations, joue le rôle du marié heureux. Leia est radieuse, faisant le tour de la salle comme le papillon social qu'elle est. Elle est douée pour ça. La performance, le charme. Brent Sloan est là, bien sûr. Table 7, avec les associés d'affaires. Il a soigneusement évité le contact visuel avec Leia toute la soirée, ce qui est intelligent, mais pas assez. Je l'ai vu s'éclipser plus tôt pour prendre un appel. J'ai vu Leia disparaître pour se refaire une beauté. 3 minutes plus tard, ils se sont rencontrés dans le jardin. 30 secondes de conversation murmurée. Brent lui a touché le bras. Elle a souri. J'ai mémorisé chaque détail. À 18h25, le DJ annonce qu'il est temps de porter des toasts. Dave se lève le premier, raconte une histoire drôle sur la façon dont nous nous sommes rencontrés à l'université. Comment je l'ai aidé à réussir les examens d'ingénierie structurelle en construisant un modèle de pont avec des canettes de bière. Tout le monde rit. La demoiselle d'honneur de Leia, Cassie, prend la parole ensuite. Cassie, qui était au courant de l'affaire, qui a aidé à couvrir Leia, qui m'a menti au moins une douzaine de fois. Le toast de Cassie parle d'amour véritable, d'âme sœur et de destin. Sa voix est douce comme du sirop. J'ai envie de vomir. Puis c'est mon tour. Je me lève, microphone à la main, et la pièce se calme. Leia me sourit, son visage plein d'amour et de confiance. Pendant un instant, juste un instant, je me sens presque mal. Presque. Merci à tous d'être ici, je commence. Leia et moi sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 5, et je pensais tout savoir d'elle. Je pensais que nous n'avions pas de secret. Le sourire de Leia vacille légèrement. Bon instinct. Mais récemment, j'ai appris quelque chose de nouveau, quelque chose qui a tout changé. Je sors une petite télécommande de ma poche. Alors, au lieu d'un toast traditionnel, j'aimerais partager une petite vidéo, un montage si vous voulez, de notre relation, la vraie relation. J'appuie sur le bouton. Les écrans autour de la salle installée pour le diaporama que Leia avait prévu s'allument. Mais au lieu de nos photos de mariage, ce sont les images de surveillance de Vic. Haute définition, clarté parfaite. Leia et Brent au restaurant, s'embrassant dans sa voiture, entrant dans son immeuble. L'horodatage indique les dates, 4 mois de séquence, des dizaines de rencontres. La salle devint silencieuse. Ce silence particulier, rempli de halètements et de murmures, et du bruit des mâchoires de 150 personnes tombant simultanément. Le visage de Leia se vide de toute couleur. Elle fixe les écrans comme si elle assistait à sa propre exécution, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. Brent essaie de disparaître dans sa chaise. Impossible, étant donné qu'il mesure un m88 et porte un costume bleu vif. Je laisse la vidéo jouer pendant 30 secondes. C'est tout ce qu'il faut. Puis je l'arrête, et le silence devient encore plus bruyant. Alors, voici mon toast, dis-je, levant mon verre. Ma voix est stable, calme,
presque joyeuse. À l'honnêteté, à la vérité, et au fait que je suis vraiment, vraiment doué pour planifier à l'avance. J'avale mon champagne d'un trait. Oh, et Leia, les papiers d'annulation sont déjà déposés. Tu recevras les notifications lundi. Ce mariage a duré exactement. Je regarde ma montre. 4h17. Je crois que c'est un record. Puis je m'en vais. L'explosion de bruit derrière moi est glorieuse. La vidéo est devenue virale dès le dimanche matin. Je suis assis dans ma maison, désormais, puisque Leia est partie samedi soir buvant du café et regardant le compteur de vues grimper. Quelqu'un l'a posté sur les réseaux sociaux, probablement plusieurs personnes. À midi, elle a été partagée 40 000 fois. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai ignoré 43 appels, dont 3 de Leia, 7 de sa mère et 1 de Brent. Ce dernier m'a presque fait rire. Qu'aurait-il pu bien vouloir dire? Le seul appel auquel je réponds est celui de Vic Dorsey. Tu as fait sensation, dit-il. Sa voix est amusée. Mon téléphone n'arrête pas de sonner aussi. Soudain, tout le monde en ville a besoin d'un détective privé. Content d'avoir pu aider ton affaire. Tu sais que ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Une femme comme ça ne s'éteint pas tranquillement. Je compte dessus, dis-je. Parce que voilà. La vidéo du mariage n'était que l'acte d'ouverture. Je planifie cela depuis 3 mois. Depuis que j'ai eu les premiers soupçons, chaque mouvement est calculé, chaque imprévu planifié. Je ne suis pas seulement en train de détruire Leia. Je suis en train de démanteler tout son monde. Phase 1, humiliation publique. Vérifier. Phase 2, dévastation financière. Lundi matin, je suis à la banque dès l'ouverture. J'ai déjà gelé nos comptes joints légalement, puisque je soupçonnais une fraude. J'ai transféré mes comptes professionnels dans une banque entièrement différente. J'ai changé tous les mots de passe de tout ce que nous partagions. Service de streaming, service public, carte de crédit, tout. Leia n'a accès à aucune somme d'argent. Aucune. Son compte personnel contient peut-être 2800 €. Ses cartes de crédit étaient toutes sur des comptes que je contrôlais. J'ai déjà appelé pour signaler qu'elles étaient potentiellement compromises. Elles ont toutes été gelées en attendant l'enquête. Est-ce mesquin? Absolument. Est-ce légal? Mon avocat m'assure que oui, compte tenu des circonstances. Lundi après-midi, je suis au bureau de mon avocat pour finaliser l'annulation. Gérald Moss a 60 ans, affûté comme un rasoir, et apprécie visiblement cette affaire. Elle va se battre, dit Gérald, examinant les documents. Elle va plaider la détresse émotionnelle, essayer d'obtenir une pension alimentaire, s'attaquer à votre entreprise. Quel essai? J'ai la documentation de tout. Chaque actif que j'ai apporté au mariage, chaque euro que j'ai gagné, chaque centime qu'elle a dépensé. Elle a signé un contrat de mariage, un bon. Elle l'a fait examiner par son propre avocat. Elle l'a fait. Cassie l'a recommandé. Un type nommé Peter Chen qui travaille dans son cabinet. Les sourcils de Gérald se lèvent. La même Cassie qui était sa demoiselle d'honneur, qui était au courant de l'affaire? Exactement la même. C'est un conflit d'intérêts. Si nous pouvons prouver que Cassie a influencé sa représentation légale tout en sachant que Leia prévoyait de vous frauder. Gérald sourit réellement. Ce n'est pas un joli sourire. Son avocat pourrait être radié du barreau. Le contrat de mariage devient encore plus blindé. C'est drôle comme les choses se passent, dis-je. Mardi, les retombées sociales battent leur plein. Leia a été suspendue de son emploi chez Meridian Insurance, en attendant une enquête pour déterminer si elle a utilisé les ressources de l'entreprise pour faciliter son affaire. Quelqu'un a informé anonymement son patron qu'elle prenait des pauses déjeuner prolongées et utilisait la voiture de l'entreprise pour des réunions personnelles. Ce quelqu'un, c'était moi, évidemment. Brent est dans une situation encore pire. Sa femme oui, il s'avère que Brent est marié, un détail que Leia ne m'a pas mentionné a demandé le divorce. Son entreprise examine sa position, ce qui est le langage d'entreprise signifiant « vous êtes viré, mais nous devons d'abord consulter les avocats ». Et Cassie a ses propres problèmes. Mercredi après-midi, je suis au Rusty encore avec Terry, quand elle entre. Le bar se tait. Tout le monde connaît l'histoire maintenant. Petite ville, grand scandale. Le visage de Cassie est rouge, ses yeux gonflés par les pleurs.
Elle m'aperçoit et se dirige vers moi. Espèce de lâche. Cassie, je peux t'offrir un verre? Tu l'as détruite. Tu as tout détruit. Je prends une gorgée de ma bière. J'ai montré une vidéo, une vraie vidéo de choses qui se sont réellement produites. Si cela a tout détruit, peut-être que les fondations étaient déjà pourries. Elle t'aimait. Elle avait une drôle de façon de le montrer. Mais bon, tu étais là pour tout, n'est-ce pas? La couvrir, mentir pour elle. Combien de fois m'as-tu dit qu'elle travaillait tard alors qu'elle était avec Brent? Le visage de Cassie devient encore plus rouge. J'étais une bonne amie. Tu étais une complice. Et en parlant de ça, comment se passe le travail? J'ai entendu dire que les RH avaient quelques questions sur tes notes de frais. Quelque chose à propos de dîner personnel réclamé comme réunion d'affaires. Ses yeux s'écarquillent. Tu n'as pas fait ça? Je n'ai pas eu à le faire. Je les ai juste aiguillés dans la bonne direction. Ils ont fait le reste. Il s'avère que tu as été assez créative avec l'argent de l'entreprise. Presque aussi créative que Leia. Tu vas le regretter, siffle Cassie. Je regrette beaucoup de choses. Épouser Leia, te faire confiance, croire en l'amitié. Mais ça, je fais un vague geste vers l'ensemble de la situation, ça, je ne le regrette pas du tout. Elle sort en trombe. Terry, qui a regardé en silence, hoche la tête. Tu es froid, mec. Glacial. Non, dis-je, j'en ai juste fini d'être chaleureux avec les gens qui ne le méritent pas, la trahison suivante vient de Dave, mon témoin. Le gars que je connais depuis 15 ans. Il appelle jeudi soir, demande à me rencontrer au dîner sur Main Street. J'accepte, curieux de savoir ce qu'il veut. Il est déjà là quand j'arrive, assis dans une cabine à l'arrière. Son visage est sérieux, inquiet. Jacques, il faut qu'on parle. Alors, parle. Tu es allé trop loin. Ce que tu as fait au mariage? D'accord, je comprends. Tu as été blessé, mais maintenant, t'en prendre au travail de Leia, à son argent, à la carrière de Cassie. C'est trop. Je m'adosse à la banquette. Trop? Oui, tu es vindicatif, cruel. Ça ne te ressemble pas, peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. Dave se penche en avant. Leia a fait une erreur, une mauvaise. Mais elle est humaine. Elle mérite une chance de se remettre, de reconstruire sa vie. Tu es en train de la détruire systématiquement. Elle m'a trahi systématiquement pendant 4 mois. Elle m'a regardé dans les yeux tous les jours et a menti. Elle a planifié un renouvellement de vœux, une célébration de notre mariage, tout en couchant avec un autre homme. Elle a dépensé mon argent pour des hôtels, des dîners et des cadeaux pour lui. Et tu penses qu'elle mérite la clémence? Je pense que tu dois être le plus magnanime. Je ris. Je ris vraiment. Le plus magnanime, c'est ça? Laisse-moi deviner. Leia t'a appelé, t'a demandé de me parler, de me convaincre de reculer. Le visage de Dave le trahit. Il n'a jamais été bon au poker. Elle est désespérée, Jacques. Elle a tout perdu. Son travail, sa réputation, ses amis, son mari. N'oublie pas cette partie. Tu es mon meilleur ami. J'essaie de t'aider. Cette croisade de vengeance va te ronger. Tu dois la laisser partir. Ce dont j'ai besoin, dis-je lentement, c'est que les gens arrêtent de me dire comment je devrais me sentir après avoir été trahi. Ce dont j'ai besoin, c'est que mon soi-disant meilleur ami soit de mon côté au lieu de celui de ma femme infidèle. J'essaie d'être de ton côté. J'essaie de te sauver de toi-même. En prenant son parti. Je ne prends pas son parti. J'essaie d'être rationnel. Quelqu'un doit l'être. Je me lève. Tu sais quoi, Dave? J'en ai fini avec cette conversation. Avec toi, avec quiconque pense que je suis le méchant dans cette histoire. Jacques, c'est fini entre nous. Ne m'appelle pas. Ne passe pas me voir. C'est fini. Je sors du restaurant et ne regarde pas en arrière. Vendredi, j'ai perdu 3 amis de plus. Ils ont formé une petite coalition. Apparemment, Dave, sa femme Jennifer, et des amis mutuels Tom et Sarah. Ils ont tous décidé que j'étais hors de contrôle, que j'avais besoin d'une intervention, que je me laissais consumer par la colère. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas de la colère.
La colère est chaude, impulsive, stupide. Ceci est un calcul froid. C'est la justice. Tom appelle vendredi soir. Nous devons parler, tous ensemble, demain chez moi. Une intervention. Une conversation entre amis. Je serai là, dis-je. Parce que voilà. Je ne les évite pas. Je ne me cache pas. Je veux qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Je veux les regarder dans les yeux quand ils me trahissent, eux aussi. Samedi après-midi, j'arrive chez Tom. C'est une belle maison. Je devrais le savoir. J'ai construit l'agrandissement il y a 3 ans. Tom et Sarah sont là, ainsi que Dave et Jennifer. Ils sont tous assis dans le salon, les visages sérieux. Une embuscade déguisée en inquiétude. Jacques, merci d'être venu, dit Tom. Nous sommes inquiets pour toi. Vraiment? Tu as changé, dit Sarah. Sa voix est douce, condescendante. Depuis le mariage, tu es différent, plus dur, plus en colère. J'ai découvert que ma femme me trompait. Cela a tendance à changer une personne. Mais la façon dont tu as géré ça, dit Jennifer, ce n'est pas sain. Tu détruis la vie des gens. Une vie, je corrige, celle de Leia. Et elle a détruit la mienne en premier. Ce n'est pas vrai, dit Dave. Tu as du succès. Tu as ton entreprise, ta maison. Mon mariage était un mensonge. Ma femme était un mensonge. Les 5 dernières années de ma vie ont été construites sur la tromperie. Mais bien sûr, j'ai une maison. Ça rend tout ça acceptable. Nous ne disons pas que c'est acceptable, dit Tom. Nous disons que tu dois passer à autre chose, guérir. Cette vendetta n'aide pas. Je les regarde chacun à leur tour. Laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que l'un d'entre vous savait? Silence. Est-ce que l'un d'entre vous a soupçonné, vu quelque chose, entendu quelque chose, et ne me l'a pas dit? Plus de silence. Mais les yeux de Sarah vacillent juste une seconde. Sarah. Elle regarde Tom, puis moi. Je les ai vus une fois dans un restaurant. Ils parlaient, c'est tout. J'ai cru que c'était lié au travail. Quand? Il y a 3 mois. 3 mois. Elle savait depuis 3 mois et n'a rien dit. Quelqu'un d'autre? Jennifer lève légèrement la main. J'ai entendu des rumeurs de Cassie, mais je pensais que ce n'était que des potins. Je ne pensais pas, tu n'as pas pensé à me le dire. Je ne voulais pas te contrarier avec des rumeurs. J'hoche lentement la tête. Alors, laissez-moi bien comprendre. Vous saviez tous, ou vous soupçonniez, ou vous aviez entendu des choses, et aucun de vous n'a dit un mot. Vous m'avez laissé planifier ce renouvellement de vœux. Laissez dépenser 28 000 € pour une fête. Laissez rester là et me ridiculiser. Mais maintenant que j'ai riposté, soudainement vous êtes tous préoccupés par mon bien-être. Ce n'est pas juste, dit Dave. Juste? Vous voulez parler de justice? Voici ce qui est juste. Vous êtes tous complices. Chacun d'entre vous. Vous l'avez protégé au lieu de me protéger. Vous avez préféré son confort à mon droit de connaître la vérité. Et maintenant, vous avez l'audace de me dire que c'est moi qui suis allé trop loin. Jacques, s'il te plaît, commence Sarah. Non. J'en ai fini avec vous tous. Vous voulez être ami avec Leia? Très bien, mais vous n'avez pas le droit d'être ami avec nous deux. Vous avez fait votre choix. Vous l'avez fait il y a 3 mois lorsque vous avez décidé de garder la bouche fermée. Je me dirige vers la porte. Tu vas le regretter. Crie Tom après moi. Tu vas finir seul. Je me retourne. Je préfère être seul que d'être entouré de gens qui me sourient au visage et me poignardent dans le dos. Au moins, je saurai où j'en suis. 2 semaines après le non-mariage. Je suis assis dans mon bureau sur le chantier quand Vic Dorsey appelle. J'ai quelque chose d'intéressant pour vous, dit-il, à propos de Brent. J'écoute. Le gars a un historique. 2 emplois précédents se sont mal terminés. Au premier, il a été licencié pour des questions de harcèlement sexuel. Au second, il y a eu un incident avec la femme d'un collègue. Rien de prouvé, mais il est parti volontairement juste après. Donc, il a un schéma, un clair. Et voici le coup de grâce. Leia était au courant. J'ai trouvé des courriels entre elle et Cassie datant d'il y a 6 mois.
Elles en riaient. Elles le qualifiaient de dangereux et excitant. Ma poigne se resserre sur le téléphone. Envoyez-moi tout. Les courriels arrivent 1 heure plus tard. Ils sont accablants. Non seulement la preuve de l'affaire, mais la preuve que Leia savait exactement quel genre d'homme Brent était, qu'elle l'avait poursuivi quand même, qu'elle trouvait le risque palpitant. Il y a plus. Des textos entre Leia et Cassie discutant de la façon de cacher l'affaire, de la façon d'utiliser mon emploi du temps de travail contre moi, de la façon de me manipuler si je devenais soupçonneux. Un texto de Leia, Jacques est tellement confiant. C'est presque trop facile. Réponse de Cassie, ne te fais juste pas prendre. Tu as une bonne situation avec l'argent de Jacques. Je lis cette phrase 5 fois. L'argent de Jacques. Pas Jacques. Pas notre mariage, pas notre vie ensemble, mon argent. C'est là que j'ai réalisé que cela n'avait jamais été une question d'amour ou de passion ou même d'attraction. C'était un calcul financier. Leia assurait ses arrières, me gardant pour la stabilité tout en poursuivant Brent pour l'excitation. Et si tout s'écroulait, elle aurait prévu de tout me prendre dans le divorce. Le contrat de mariage a dû être un choc pour elle. Je me souviens maintenant. Elle avait initialement résisté. Elle avait dit que cela montrait que je ne lui faisais pas confiance. J'avais tenu bon et elle avait fini par accepter, pensant probablement qu'elle pourrait le contourner plus tard. Mais je l'ai attrapée avant qu'elle ne puisse exécuter le plan final qu'elle avait préparé. J'envoie tout à Gérald Moss, mon avocat. Puis je passe un autre appel. Meridian Insurance, comment puis-je vous aider? Le service des RH, s'il vous plaît. J'ai des informations sur une inconduite d'employé. Dès lundi, Leia est virée, pas suspendue, licenciée. Les courriels et les textos montrent qu'elle a utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles, menti sur des notes de frais et violé le code d'éthique. Elle n'est pas seulement sans emploi, elle est inemployable dans le secteur des assurances. La nouvelle se répand vite dans les cercles professionnels. Cassie est partie aussi. Même raison, plus les irrégularités financières que j'avais signalées plus tôt. Il s'avère qu'elle a fait des détournements depuis des années, juste de petites sommes, mais ça s'additionne. L'entreprise de Brent a finalement pris sa décision, licenciement pour motif. Le divorce de sa femme avance rapidement. Il vit dans un motel bon marché en bordure de ville, conduisant une voiture de location parce que sa femme a pris la BMW. Je devrais me sentir satisfait, victorieux. Mais il me reste encore une chose à faire. Mardi soir, je me rends au Rusty encore. C'est bondé. Toujours le cas le mardi soir, soirée aile de poulet. J'aperçois Dave et Tom à une table d'angle avec leur femme. Ils me voient aussi. La conversation s'arrête. Je m'approche. On peut parler, je demande. Dave a l'air surpris. Oui, bien sûr. Je tire une chaise. Les 4 me regardent avec méfiance, comme si j'allais exploser. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, je commence, sur le fait de passer à autre chose, de guérir. Jacques, commence Jennifer, mais je lève la main. Laissez-moi finir. Vous aviez raison sur certaines choses. J'ai été consumé par cela, par la vengeance, par la colère. Ça a pris le dessus sur ma vie pendant des semaines. Il hoche la tête maintenant, plein d'espoir. Mais voici le truc. Je ne regrette rien. Rien du tout. Ce que j'ai fait à Leia, à Brent, à Cassie, ils l'ont mérité. Ils ont fait des choix. Ils m'ont blessé délibérément, et je les ai fait payer pour cela. L'espoir s'estompe sur leur visage. Ce que je regrette, c'est d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. De croire que l'amitié signifiait la loyauté. Que lorsque quelqu'un me trahirait, mes amis me soutiendraient. Au lieu de ça, vous l'avez tous protégé. Vous saviez où vous soupçonniez et vous n'avez rien dit. Vous m'avez laissé être humilié, et ensuite vous m'avez jugé parce que je ripostais. Nous essayons d'aider, dit Sarah doucement. Vous essayez de vous sentir mieux, de vous convaincre que vous n'étiez pas complice. Mais vous l'étiez. Vous l'êtes. Et je ne peux pas pardonner ça. Je ne le ferai pas, je me lève. Alors, c'est au revoir, pour de bon cette fois. J'espère que vous aurez tous de bonnes vies. J'espère que vous êtes heureux de vos choix, mais j'ai fini de faire semblant que nous sommes amis. Je m'éloigne. Cette fois, aucun d'eux ne m'appelle. Le festival de la ville a lieu le premier week-end de juin.
C'est un événement important. Vendeurs d'artisanat, camions de restauration, musique live, tout le monde est là. J'ai failli ne pas y aller, mais Terry me convainc. Ce cachet te fait passer pour le coupable, dit-il. Marche la tête haute. Laisse-les voir que tu n'es pas brisé. Alors j'y vais. Le festival est bondé. Je vois des visages familiers partout. La plupart des gens évitent le contact visuel. Certains chuchotent à mon passage. Quelques-uns, principalement des gars de l'équipe de construction et des habitués de l'Encore, hochent la tête ou saluent. Je suis un sujet de division maintenant. Certains pensent que je suis un héros. D'autres, un monstre. Je prends une bière à l'un des camions quand j'entends des voix fortes près de la scène principale. Je me tourne et je vois Leia. Elle a l'air terrible. Ses cheveux, habituellement parfaits, sont tirés en queue de cheval désordonnée. Pas de maquillage, un jean et un t-shirt au lieu de ses vêtements de créateur habituels. Elle se dispute avec quelqu'un, Brent. Je me rapproche, curieux. Ta faute, dit Leia. Tu avais promis que ça irait. Tu avais dit qu'il ne le découvrirait jamais. C'est toi qui voulais renouveler les vœux, rétorque Brent. Je t'ai dit que c'était risqué parce que tu disais que nous avions besoin de plus de temps, que tu quittais ta femme, mais tu ne l'as jamais fait, n'est-ce pas? Tu voulais juste continuer à t'amuser. Les gens commencent à regarder. Sortent leur téléphone. Ça va être en ligne dans quelques minutes. Tu es folle, dit Brent. J'en ai fini avec ça. Fini avec toi. Tu as fini? J'ai tout perdu à cause de toi. Tu as tout perdu parce que tu t'es fait prendre. C'est là que Leia me voit. Ses yeux se fixent sur les miens à travers la foule. Pendant un instant, tout s'arrête. Puis elle se dirige vers moi, se frayant un chemin à travers les gens. Son visage est déformé par la rage et quelque chose d'autre. Le désespoir. Toi, siffle-t-elle quand elle m'atteint. Tu as fait ça. Tu as détruit ma vie. J'ai montré aux gens qui tu étais vraiment, dis-je calmement. Tu as détruit ta propre vie. Je t'aimais. J'ai fait une erreur, mais je t'aimais. Tu aimais mon argent. Il y a une différence. Sa main se lève rapidement. Elle va me gifler. J'attrape son poignet facilement. Ne fais pas ça, dis-je doucement. Espèce de lâche. Un lâche froid et sans cœur. Peut-être, mais je suis un lâche honnête, ce qui est plus que ce que tu peux dire. Elle essaie de se dégager, mais je tiens ferme. Laisse-moi partir. Volontiers. Mais d'abord, tu vas entendre ceci. Chacun de tes choix t'appartenait. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment où tu as choisi Brent plutôt que moi. Tu n'as pas le droit de me blâmer pour les conséquences. Tu n'as pas le droit de jouer les victimes. Tu as fait ça. Assume. Je relâche son poignet. Elle chancelle en arrière, les larmes coulant sur son visage. Je te déteste, murmure-t-elle. Je sais. Ça me va. Elle se retourne et s'enfuit. Brent ne la suit pas. Il s'éloigne déjà dans la direction opposée. La foule les regarde tous deux partir, puis se tourne lentement vers moi. Je lève ma bière dans un simulacre de toast. Le spectacle est terminé, les amis. Quelqu'un rit, puis quelqu'un d'autre. La tension se brise. Les gens retournent à leur conversation, à leur nourriture, à leur vie. Terry apparaît à mon coude. C'était froid. C'était nécessaire. Tu te sens mieux? Je considère la question. Est-ce que je me sens mieux? Pas vraiment. Je ne me sens pas plus mal non plus. Je me sens juste terminé. Oui, dis-je. Je crois que oui. La pièce finale se met en place 2 jours plus tard. Ruth, ma voisine, frappe à ma porte mardi soir. Elle tient un plat à gratin et porte son visage de « j'ai des potins ». Je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'un repas fait maison, dit-elle, me dépassant pour entrer dans la cuisine. Ruth, tu n'as pas à, chut. Je suis vieille. Je suis seule et j'aime nourrir les gens. Laisse-moi faire. Elle pose le plat sur le comptoir et se tourne vers moi. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je me bats avec ça depuis des jours, mais tu mérites de savoir. Savoir quoi? À propos de Cassie et Brent. Je cligne des yeux. Cassie et Brent.
Je les ai vus ensemble 3 semaines avant ton mariage à ce restaurant italien en centre-ville. Ils étaient très amicaux. Très amicaux comment? Se tenant la main, s'embrassant, la totale. Mon cerveau traite cette information. Cassie couchait avec Brent, pendant qu'il couchait avec Leia. Pendant que Leia était mariée à moi. C'est comme une poupée gigogne russe de trahison. Je m'assieds lourdement. Cassie a monté ça. Elle a poussé Leia vers Brent, couvert l'affaire, aidé à la cacher. Pour qu'elle puisse la voir, elle aussi. Ou, dit Ruth lentement, pour qu'elle puisse écarter Leia du travail. Cassie voulait cette promotion, celle que Leia a obtenue l'année dernière. Peut-être qu'elle s'est dit que si le mariage de Leia explosait, elle serait trop distraite pour rivaliser. Mais alors j'ai tout exposé et elles ont toutes les deux été virées. Le karma est une personne désagréable avec un sens de l'ironie. Je commence à rire. Je ne peux pas m'en empêcher. Toute cette histoire est tellement tordue, tellement absurde, tellement parfaitement horrible. Donc, je n'ai pas seulement été trahi, dis-je entre deux rires. J'ai été un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Cassie m'a utilisé pour détruire Leia. Et je l'ai fait. J'ai fait exactement ce qu'elle voulait. Est-ce que ça compte? Demande Ruth. Leia t'a quand même trompé, a quand même menti. La trahison était réelle. Oui, elle l'était. Ruth me tapote l'épaule. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça parfaitement. Leia avait besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Tout comme Brent. Tout comme tous ces soi-disant amis qui savaient et n'ont rien dit. Tu penses que j'ai raison. Je pense que tu es humain. Je pense que tu as été blessé et que tu as riposté. Il n'y a rien de mal à ça. Le monde est trop pressé de dire aux gens de pardonner et d'oublier. Parfois, les gens ont besoin de se souvenir pourquoi il ne faut pas franchir certaines limites. Elle se dirige vers la porte, puis s'arrête. Oh, et Jacques, ce plat à gratin suffit pour 3 jours. Congèle ce que tu ne manges pas ce soir. Merci, Ruth. À tout moment, chérie. 3 mois plus tard, la vie s'est installée dans une nouvelle normalité. En l'an construction est florissante. Il s'avère que la sympathie publique, ou du moins l'intérêt public, est bonne pour les affaires. Nous sommes complets jusqu'au printemps prochain. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui ne me connaissaient pas avant, qui me jugent sur qui je suis maintenant plutôt que sur qui j'étais. Terry et moi nous sommes rapprochés. Doris à l'encore m'a pratiquement adopté comme son fils de substitution. J'ai appris par le bouche à oreille que Leia est retournée à Boston, vivant chez ses parents, travaillant dans le commerce de détail. Brent est quelque part à New York, je crois. Son divorce a été finalisé le mois dernier. Cassie est toujours en ville, mais au chômage et, radioactive, dans la communauté professionnelle. Dave a appelé la semaine dernière, a laissé un message vocal s'excusant, disant qu'il comprenait maintenant pourquoi j'avais été si en colère, qu'il aurait dû me soutenir. Je n'ai pas rappelé. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas. L'annulation a été finalisée il y a 6 semaines. Le contrat de mariage a parfaitement tenu. Leia n'a rien obtenu, à l'exception de ses effets personnels et des vêtements qu'elle portait. Gerald Moss m'a envoyé une bouteille de scotch pour fêter ça. Nous l'avons bu ensemble dans son bureau pendant qu'il me racontait des histoires de guerre sur d'autres affaires de divorce. Je ne sors avec personne, je ne suis pas prêt, peut-être pas intéressé. L'idée de faire confiance à quelqu'un à nouveau semble impossible pour l'instant. Mais ça me va. Ça me va d'être seul. Au moins, c'est honnête. Samedi après-midi, je suis à l'encore en train de boire une bière quand la porte s'ouvre et qu'une femme entre. Trentaine, cheveux au burn, démarche assurée. Elle regarde autour d'elle, m'aperçoit et se dirige vers moi. Jacques Enlan. C'est moi. Je suis Rebecca Walsh. Je suis écrivaine. J'aimerais vous interviewer sur votre histoire, le mariage, la vengeance, les conséquences. Je pense que cela ferait un excellent article, peut-être même un livre. Je l'examine. Elle est sérieuse, professionnelle, et il y a quelque chose dans ses yeux. Du respect peut-être, ou de la compréhension. Pourquoi, je demande. Parce que tout le monde parle de ce que vous avez fait. Certaines personnes pensent que vous êtes un héros. D'autres pensent que vous êtes un méchant, mais personne n'a entendu votre version. Vos mots réels, avec votre voix réelle. Je pense que les gens devraient l'entendre.
Et vous pensez que ça intéressera? Je pense que tous ceux qui ont déjà été trahis s'en soucieront. Tous ceux à qui on a dit de pardonner et de passer à autre chose alors qu'ils voulaient riposter. Tous ceux qui ont été jugés pour ne pas avoir été le plus magnanime. Oui, je pense que ça les intéressera. J'y réfléchis. Raconter mon histoire, l'assumer, ne pas m'excuser, ne pas me justifier, juste expliquer. D'accord, dis-je. Parlons-en. Rebecca sort un enregistreur et un carnet. Commencez par le début. Quand avez-vous soupçonné pour la première fois? Alors, je lui raconte tout. Le soupçon, le détective privé, la vidéo, la révélation du mariage, la guerre financière, les amitiés perdues, les confrontations, la scène du festival, les révélations finales sur Cassie et Brent. Je parle pendant 2 heures. Rebecca interrompt à peine, elle hoche juste la tête et prend des notes et me laisse parler. Quand j'ai fini, elle s'adosse. C'est toute une histoire. C'est mon histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce que vous regrettez quelque chose? Je pense à la question. J'y pense vraiment. Je regrette d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Je regrette les années que j'ai perdues dans un mariage qui était un mensonge. Je regrette de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Je marque une pause. Mais est-ce que je regrette la vengeance? La façon dont j'ai riposté? Non. Pas même un peu. Même si vous avez perdu des amis, même si la moitié de la ville pense que vous êtes cruel? Ce n'étaient pas de vrais amis. Et je me fiche de ce que pense la ville. Je me soucie de ce que je pense. Et je pense que j'ai fait ce que je devais faire. Je pense que je me suis défendu alors que tout le monde me disait de me laisser faire. Je pense que j'ai prouvé que vous n'avez pas à être le plus magnanime quand quelqu'un vous rabaisse. Rebecca sourit. C'est une sacrée phrase de conclusion. C'est la vérité. Elle range son enregistreur et son carnet. Je vous enverrai une ébauche avant de publier quoi que ce soit. Pour m'assurer que j'ai bien compris. J'apprécie. Elle se lève pour partir, puis se retourne. Pour ce que ça vaut, je ne pense pas que vous soyez un méchant. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a refusé d'être une victime. Le monde a besoin de plus de ça. Après qu'elle soit partie, je reste assis au bar un moment de plus. Doris m'apporte une autre bière sans que je la demande. Ça va, chérie? Demande-t-elle. Oui, dis-je, et je le pense. Oui, ça va vraiment. Parce que voici ce que j'ai appris. La vengeance ne vous guérit pas. Elle ne répare pas ce qui est cassé ou n'efface pas ce qui s'est passé. Mais elle vous redonne votre pouvoir. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas impuissant, que vous n'avez pas à accepter la trahison en silence, que vous pouvez riposter, survivre et en sortir plus fort. La banque gagne toujours. Non pas parce que la banque est meilleure, plus intelligente ou plus méritante, mais parce que la banque connaît le jeu, connaît les côtes, sait quand tenir et quand se coucher, et quand tout brûler pour recommencer. J'ai appris cette leçon à la dure. Mais je l'ai apprise, et je ne l'oublierai jamais.